Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Comme d'habitude, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je vous laisse prendre votre disposition. En tout cas, je suis ravi de vous emmener aujourd'hui en Italie avec un sujet qui est passionnant. Ce sont les volcans. Alors peut-être avez-vous déjà quelques notions sur le volcanisme en général. Vous l'avez vu d'ailleurs, ça fait la une de la plupart des reportages en ce moment entre le Piton de la Fournaise, entre le volcan islandais. Donc, il y a vraiment ici un engouement et qui est justifié sur l'activité volcanique. Alors, notre propos aujourd'hui va être assez ciblé. On va s'attabler évidemment et à s'intéresser essentiellement aux volcans italiens, au Vésuve, à l'Etna et au Stromboli. Alors, première illustration qui nous remet un petit peu dans ces différents types de volcanisme. Voilà, ici des schémas qui vous montrent les différents types de volcans. Alors, à gauche, nous avons le type hawaïen. C'est le type le plus simple. Comme vous le voyez, ce sont simplement des grands cratères qui ne sont pas très élevés. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un cratère bouclier, comme si on avait posé un bouclier par terre. Et ce sont des éruptions qu'on qualifie d'effusives. Donc, il n'y a pas de grand panache de fumée, il n'y a pas d'explosion. Donc voilà le premier type qu'on va laisser de côté. Pour nous intéresser aux trois autres, vous avez le strombolien, le vulcanien et le péléen. Alors voilà des termes évidemment qui renvoient chacun d'eux à un volcan en particulier et qui ont certaines différences. Le strombolien, vous voyez que ce sont des grands panaches de fumée avec des coulées de lave. Alors c'est une lave très visqueuse, ce qui fait que ces volcans ont une forme conique bien prononcée. C'est ce qu'on appelle des stratovolcans. Donc, en fonction des différentes éruptions, de ces différentes coulées, on va voir apparaître la forme conique, qui est vraiment ici l'image du volcan. Et puis le vulcanien, vous voyez qu'on rajoute un petit peu d'eau à l'intérieur. C'est ce qui va créer ces grands panaches de fumée encore plus imposants que dans le strobolien. Et puis le troisième, c'est la montagne Pelée qui va donner son nom à ce type de volcan, où là, on a en outre ce qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire ces grands vents qui viennent du cratère et qui vont évidemment emporter tout sur leur passage avec une température extrême qui avoisine les 400 degrés. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, à travers les trois volcans italiens, on va essentiellement aller dans des stratovolcans, c'est-à-dire des volcans coniques et avec des éruptions, et des éruptions évidemment qui sont explosives. Alors voilà comment fonctionne un volcan. C'est un petit peu le même principe pour tous les volcans, en tout cas les stratovolcans. Vous avez deux plaques. Les volcans, évidemment, c'est ce qui va alimenter la vie sur Terre. Sans volcan, il n'y aurait pas de présence de vie, de même que l'air, que l'oxygène, que les océans. Et donc les volcans contribuent à cette vie terrestre et ils sont la conséquence, comme vous le voyez sur ce schéma, de la rencontre et du mouvement des plaques, la tectonique des plaques. Vous voyez que la croûte océanique, dans différents endroits, s'enfonce ou vient en collision avec la plaque qui est en face. Alors, nous, ici, pour notre sujet avec l'Italie, c'est la plaque africaine qui s'enfonce littéralement sous la plaque eurasienne. Et donc, en s'enfonçant, en coulissant, elle va créer des zones qu'on appelle d'extension et d'autres de subduction, c'est-à-dire de rentrer sous la plaque opposée. Alors, vous voyez que le volcan, cette grande forme conique, il y a une chambre magmatique qui peut être gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, la chambre magmatique sous le Vésuve fait 400 km². 400 km². Donc ça, c'est l'ensemble de ce qui est constitué avec les champs flégréens également. Et vous voyez qu'il y a le conduit volcanique qui vient évidemment faire le lien avec le magma qu'il y a sous la croûte terrestre et qui va remonter pour libérer cette pression qu'il y a dans des profondeurs assez importantes. Ça peut aller de 5, 10, voire une vingtaine de kilomètres. Et puis, lorsqu'il y a ces éruptions, la chambre magmatique se remplit et va donner naissance à des explosions. Ce sont les gaz qui vont s'agglutiner et qui vont exprimer évidemment cette fureur
que l'on va voir à travers la colonne éruptive, depuis laquelle eh bien, vous avez des gros blocs qu'on appelle des bombes. Vous avez ensuite des coulées de lave, des chutes de cendres et des écoulements pyroclastiques. Ce sont les fameuses nuées ardentes, celles qui ont une température extrême et qui vont à une vitesse vraiment exceptionnelle, 300 mètres par seconde à peu près pour le Vésuve en tout cas. Alors, pour essayer d'anticiper, on ne peut pas prévoir, comme vous le savez, ni les tremblements de terre, ni les éruptions volcaniques. C'est une science, mais c'est une science avec ses limites, comme toutes les sciences, mais là encore plus. Et donc, on a mis au point, depuis, on va dire, une trentaine d'années, eh bien, des instruments que les scientifiques, les vulcanologues, eh bien, essayent d'utiliser pour contrecarrer et pour essayer justement eh bien, d'alerter les populations lorsque cela est possible. Alors voilà tous les outils actuellement en possession et disponibles. Vous avez l'extensomètre, vous avez le magnétomètre, le sismomètre qui permet de voir un petit peu les secousses sismiques qui pourraient être eh bien, annonciatrices de ces éruptions. Vous avez la détection géochimique que l'on fait sur le sol même, sur le cratère lui-même, jusqu'aux relais satellites et qui permettent eh bien, de voir les différentes couleurs à la surface avec évidemment des images satellites de très grande précision. Et puis on a même des reconstitutions des éruptions passées pour essayer d'anticiper avec ces témoignages du passé, eh bien, de faire des projections sur les éruptions futures et à venir. Mais revenons un petit peu à notre sujet qui va être consacré à ces trois mastodontes que sont le Vésuve, le Stromboli et l'Etna. Alors sur cette carte que je trouvais assez simple et bien explicative, eh bien vous avez la localisation de ces fameux volcans. On comprend qu'il y a comme un arc qui est constitué et qui vient relier eh bien cette chaîne volcanique que vous avez ici. Alors nous avons le Stromboli qui est sur une île, vous voyez à côté de Vulcano, nous sommes dans la mer Tyrrhénienne, dans ce qu'on appelle les îles ioniennes et éoliennes, pardon. Et vous avez l'Etna qui se trouve dans la partie nord de la Sicile, sans oublier bien évidemment le Vésuve qui va commencer notre propos avec les fameux champs flégréens. C'est très important de bien les situer, vous voyez, juste à côté du mont Vésuve et qui fait partie évidemment de ces volcans les plus dangereux au niveau mondial. On les compare souvent, cette zone du Vésuve et des champs, avec la zone de Yellowstone en termes eh bien, d'explosion potentiellement dangereuse pour la Terre tout entière. Alors voilà un petit peu de façon plus scientifique et géologique à quoi ressemble eh bien, le sous-sol, comment on peut imaginer eh bien, ces grandes ruptures, ces fameux cataclysmes et ces chaînes qui vont être inhérentes à la rencontre de ces deux plaques dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, la plaque africaine, on l'imagine coulissée sous la plaque européenne, précisément au niveau de l'Italie que vous avez. Alors à gauche, vous avez ces espèces d'arcs de cercle qui vous montrent eh bien, tous les endroits qui sont potentiellement dangereux où on pourrait voir apparaître eh bien, des volcans. Et puis à droite, un peu plus facile à comprendre, vous avez la fameuse ligne de subduction. Je vous rappelle que c'est l'endroit où deux plaques eh bien, viennent se chevaucher, hein, l'une coulissant sous l'autre. Et vous avez bien évidemment la zone d'extension qu'on peut synthétisée par les chaînes de montagne. C'est la chaîne des Apennins qui, évidemment, par cette rencontre de plaques, va se faire surélever la partie, évidemment, terrestre, de la croûte terrestre, en formant les chaînes, que ce soit les Apennins. C'est le même cas, par exemple, eh bien, pour la chaîne himalayenne, quand on va plus loin, avec l'Inde qui rencontre la Chine, et puis de même pour les Alpes, évidemment, l'arc alpin, créé par ce phénomène de plaques coulissantes l'une sous l'autre. On va zoomer maintenant et on va s'intéresser au premier de ces trois volcans, à savoir le Vésuve. Alors, le Vésuve, vous voyez ici une carte qui vous montre bien l'emplacement. Alors, vous avez la chaîne des Apennins qu'on voit très nettement sur la partie supérieure de la photo. C'est donc cette zone d'extension, cette montée de la croûte terrestre. Et puis, vous voyez que sur la partie sud, nous avons le golfe de Salerne, qui est séparé par la petite péninsule de la côte amalfitaine. Et puis à gauche, vous voyez
cette espèce de cône, le Vésuve, vous voyez qu'on le voit assez facilement de l'espace, et nous avons la ville de Napoli, qui est à une vingtaine de kilomètres seulement du cône du Vésuve. Le voici de plus près. Alors voici le Vésuve. Alors le Vésuve, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un somma stratovolcan. Alors en fait, somma, c'est le nom de la montagne qui se trouve à côté du cône. Sur la photo que vous avez, c'est la montagne avec toutes ces grandes rigoles, ces rides qui ont été créées, évidemment, formées par les coulées de lave successives. Et puis stratovolcan, je vous rappelle que c'est la forme conique du volcan issue bien, de ces strates, de ces différentes coulées successives qui donnent la forme vraiment symbolique d'un volcan type. Alors sur la gauche de la photo, c'est la ville de Naples. C'est plus de 4 millions d'habitants, bien évidemment, qui habitent au pied de ce volcan. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des volcans les plus surveillés, non seulement en Europe, mais également dans toute la partie, évidemment, toutes les parties qui connaissent une activité volcanique de premier plan. Et puis à droite de la photo, là, vous avez pratiquement au pied du volcan Herculanum, cette fameuse cité antique a été recouverte par plusieurs mètres, non seulement de sang, mais surtout de lave. Et puis un peu plus loin, vous avez à droite toujours Pompéi, Stabie et toutes les autres cités et villas antiques que nous allons voir dans quelques instants. Voici une autre image que je trouvais assez éloquente pour vous montrer la dimension de ce cratère. Alors le cratère fait 300 mètres de profondeur et jusqu'à 500 mètres de diamètre. Il a pratiquement une forme circulaire parfaite. Évidemment, vous avez ici quelques excursions qui peuvent être menées. Vous avez un sentier qui permet bien d'aller jusqu'au bord de ce cratère. La vue est magnifique. Regardez ici ce fameux sentier que vous avez au premier plan. Alors, vous voyez que la vie reprend ses droits. Vous avez de nouveau de la végétation type méditerranéenne, bien évidemment, qui commence à repousser. Je vous rappelle dès à présent que la dernière grande éruption du Vésuve, eh bien, elle a eu lieu c'était avant-hier, c'était en 1944. Donc vous voyez que depuis 1944, le volcan est relativement apaisé, mais sous surveillance. Et vous voyez que les forêts sont de nouveau reboisées. On voit le vert qui commence à reprendre évidemment ses droits. Alors effectivement, ce sentier, on peut facilement le parcourir, on peut atteindre le refuge en 3/4 d'heure depuis le centre de Naples. Et puis ensuite, il reste 1200 mètres à parcourir à pied. Alors effectivement, il faut avoir de bonnes chaussures, mais en tout cas, ça en vaut véritablement le déplacement parce que du haut de ce cratère, vous avez une vue magnifique sur l'ensemble de la baie de Naples. Et vous voyez qu'au fond, vous apercevez cette chaîne de montagnes, la chaîne Salerne justement. Derrière se trouve la côte amalfitaine et vous avez évidemment un panorama digne d'un panorama des dieux eux-mêmes sur l'ensemble de ce magnifique vision. Alors voilà justement une autre vue du Vésuve, juste au-dessus de Naples. Alors là, on est vraiment dans le port de Naples. Vous avez même le château del Ovo, le château de l'œuf que vous avez au premier plan, derrière la marina. Et vous voyez déjà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à gauche de ce grand cône blanc, vous avez l'ancêtre de l'ancien volcan, celui qui a explosé justement en 79 de notre ère, celui qui a endommagé Pompéi. Et vous voyez qu'il reste une immense caldeira, c'est-à-dire ce grand cratère, et que dans ce cratère se trouve le nouveau, celui qu'on appelle le mont Vésuve. Et voici ce que donne une éruption que l'on qualifie d'ailleurs de plinienne. Alors justement, cette fameuse explosion de 79 après Jésus-Christ, celle qui a évidemment laissé son empreinte dans l'histoire en préservant des sites comme Pompéi ou Herculanum, nous est parfaitement décrite par un certain Pline. Alors vous savez qu'il y a deux Plines, Pline l'Ancien et Pline le Jeune. Pline l'Ancien, c'est un chef militaire également, c'est un homme de lettres, c'est un intellectuel et c'est surtout l'oncle et le père adoptif de Pline le Jeune. Et Pline le Jeune, de nous décrire dans 2 lettres les éruptions qu'il va observer depuis
eh bien, le port de Mycène, là où la flotte d'ailleurs de son oncle est amarrée, et c'est lui qui, le premier, va décrire ce grand nuage que vous avez ici sur l'écran, qui ressemble d'ailleurs à un pain parasol. C'est la comparaison qu'il fera. Et voilà pourquoi on appelle ce type d'éruption avec des grands panaches de fumée des éruptions type plinienne. Il nous décrit d'ailleurs cette colonne éruptive de la façon suivante, je vais le citer. Il était difficile de discerner de loin de quelle montagne sortait ce nuage. L'événement a découvert depuis que c'était du mont de Vésuve. Sa figure approchait de celle d'un arbre et d'un pin plus que d'aucun autre, car après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il étendait une espèce de feuillage. Je m'imagine qu'un vent souterrain violent le poussait d'abord avec impétuosité et le soutenait, mais soit que l'impulsion diminua peu à peu, soit que ce nuage fut affaissé par son propre poids, on le voyait se dilater et se répandre. Il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé ou de cendres ou de terre. Donc voilà le témoignage intéressant de Pline le Jeune qu'il adresse à Tacite. Ce sont des lettres qu'il va adresser à Tacite en 104 de notre ère. En fait, ça correspond à la description parfaite d'une colonne éruptive qui peut atteindre et qui a atteint ici 42 km de hauteur. 42 km de hauteur. Alors justement, ce volcan, il est à la fois effrayant et il est à la fois fascinant. Fascinant parce que justement, il va créer cette ambiance et ce terrain favorable à l'agriculture, avec évidemment une terre qui est très fertile et effrayant par ses éruptions, par définition imprévisibles et cataclysmiques. Alors ici, vous avez un tableau qui est de 1832, une époque évidemment, et qui est soufflée par le vent du romantisme. C'est une toile de François-Édouard Picot qui représente Cybèle. C'est cette divinité que vous avez, protectrice, rassurante, avec son drapé blanc et jaune, avec cette grande cape qui protège symboliquement les villes de Stabie, d'Herculanum, de Pompéi et de Résine, qui essayent en tout cas tant bien que mal de se protéger. Regardez à droite de cette illustration, vous avez Héphaïstos, Vulcain, qui sort littéralement tel un géant de son gouffre, de cette force tellurique et qui va enchaîner évidemment et déchaîner les forces naturelles. Autre œuvre évidemment phare qui décrit le dernier jour de Pompéi, qui est du pinceau de Karl Brioulov, c'est un artiste russe. Ce tableau, il est colossal de par sa dimension assez impressionnante et se trouve au musée russe de Saint-Pétersbourg. Et vous voyez qu'ici, Brioulov de nous décrire avec beaucoup de précision, de côté presque photographique, historique, les différentes attitudes qu'ont adoptées les Pompéiens et les Pompéiennes le dernier jour de Pompéi. Vous avez évidemment cette lumière, la dernière peut-être de la journée, le tout étant recouvert par ce nuage de cendres. Regardez le volcan à l'arrière-plan à droite, duquel évidemment se dégage déjà cette couleur qui est plutôt des enfers. Vous avez les statues qui s'écroulent littéralement, fracassées par les éclairs, et puis vous avez le nuage de cendres lui-même qu'on peut deviner sur les personnages à gauche. Le peintre lui-même, d'ailleurs, s'est représenté avec cette espèce de cagette, avec des pinceaux à l'intérieur sur sa tête, et puis évidemment tous ces personnages, soit en couple, soit en famille, les uns voulant sauver leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, et puis cette femme au centre qui symbolise toute la détresse et toute l'horreur de cette journée avec cette femme allongée, son enfant laissé et livré à lui-même. Donc voilà en tout cas une description qui va marquer les esprits et qui nous permet justement d'appréhender un petit peu cette horreur qu'ont dû vivre les habitants en 79. Alors voilà à quoi ressemblait en bas, d'après le dessin, que vous avez cette montagne telle que les Romains et les Pompéiens la voyaient tous les jours avant l'éruption, c'est-à-dire une montagne gigantesque. Il faut bien imaginer que le sommet, vous voyez cette grande montagne ici grisée, était le double de ce que nous voyons actuellement. Et c'est l'ensemble qui va exploser. Ce sommet n'existe plus. Il n'y a plus que la partie verte qui se trouve à gauche. Sur la photo, vous l'avez marqué Mont Sommet,
à gauche, le mont Vésuve. Là, c'est vraiment le cratère, proprement dit, avec évidemment cette neige qui le distingue. Et puis entre les deux, entre le Vésuve et le mont Somma, vous avez ce qu'on appelle la vallée Atrio di Cavallo, et qui fait à peu près 5 km de distance et qui sépare les deux parties, le mont et le Vésuve. Ce qui revient à dire que pour les habitants de l'époque, eh bien, ils n'ont pas conscience d'être au pied d'un volcan. Pour eux, c'est une montagne comme toutes les autres, mais en aucune manière, eh bien, ils ne mettent en doute, en tout cas, la sécurité dans laquelle ils se trouvent. Alors certes, ils ont les champs fégréens, ils voient des fumerolles, ils ont des secousses sismiques, mais en aucune manière, eh bien, ils n'imaginent une seule seconde qu'ils sont vraiment sur une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement, eh bien, elle va rentrer en éruption en 79. Alors nous sommes sous le règne de Titus. Il y avait Vespasien, c'est d'ailleurs l'année de la mort de Vespasien, mais c'est Titus. Titus qui va devoir coup sur coup faire face à deux cataclysmes durant son règne. Vous avez donc en 79 l'éruption du Vésuve, un an après, en 80, donc, eh bien, c'est l'incendie de Rome. Eh bien, Titus lui-même assiste à des représentations et les secousses, tellement il y a de force dégagée par cette éruption, eh bien, va être ressentie dans toute la péninsule italienne. Alors voici ici représenté le nuage de cendres et de scories, c'est-à-dire ces petits morceaux de lave en suspension et qui vont évidemment aller en direction du sud. Vous voyez qu'ils vont recouvrir une grande partie d'Oplontis, Pompéi, bien évidemment, jusqu'à Stabie. Alors que Herculanum, qui est beaucoup plus proche du Vésuve, vous voyez, au bord de la mer, elle va être un peu plus protégée de ces fameux nuages de cendres, mais par contre endommagée par les coulées de lave qui arrivent jusqu'au centre d'Herculanum. Vous voyez que Néapolis, c'est donc Naples actuellement, est plus au nord, donc protégée, le vent protégeant de ces gaz. Et vous voyez justement le port de Misenum, c'est là où se trouvait la fameuse flotte de Pline l'Ancien, qui va prendre la décision eh bien, de monter à bord de ces navires et d'aller porter secours aux habitants d'Oplontis, de Stabie. C'était sans compter évidemment le raz-de-marée, les vagues, sans compter évidemment eh bien, ces fameuses bombes qui vont littéralement écraser et incendier toute la flotte qui se dirigeait pour aller sauver ces pauvres malheureux. Alors vous avez des estimations qui sont ce qu'elles sont, mais qui permettent de dire que à Pompéi, uniquement Pompéi, on pouvait dénombrer jusqu'à 25 000 habitants. 25 000. On a retrouvé plus de 200 corps en bon état, mais évidemment, Pompéi, comme vous le savez, c'est un site archéologique qui est en tout cas pas complètement fouillé, et c'est la raison pour laquelle eh bien, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions. Voici justement une vue qui résume à elle seule l'intérêt des habitants, toujours actuellement, d'être au pied d'un volcan. Vous le voyez, eh bien, c'est la fertilité des sols. D'être au pied d'un volcan, c'est vraiment une manne pour l'agriculture, que ce soit pour les vignes. On a beaucoup de vins qui se sont installés sur les rampes des volcans. On a également tout ce qui est les fruits, les agrumes en particulier, les orangers, les citronniers, vous avez les oliviers, bien évidemment, emblématiques de la région. Bref, c'est une terre très fertile et très riche. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'habitants dans ces zones. Alors, évidemment, Pompéi va être complètement recouverte par ces différentes nuages de cendres. Alors, il faut bien savoir qu'il y a au total 2 phases de l'éruption. 2 phases qui peuvent être distinguées comme suivant. Vous avez tout d'abord une éruption qu'on appelle plinienne. Pour faire simple, c'est le nuage de Pierre Ponce. Ça va durer 20 heures à peu près. 20 heures où ce nuage va déverser des tonnes et des tonnes eh bien, de cendres et de pierre ponce sur la ville et sur les habitants. Et la deuxième éruption, c'est peut-être la plus cataclysmique, c'est ce qu'on appelle une éruption péléenne. Et là, vous avez le fameux nuée ardente. Alors, ce nuage qui va être expulsé par le volcan, à la sortie du cratère, on estime sa température à 850 degrés. Et puis ensuite 300 mètres par seconde et va aboutir à Pompéi. Les estimations sont entre 350 degrés et 450.
c'est-à-dire voilà cette chaleur qui ne laisse aucune chance aux personnes qui étaient présentes. Non seulement la plupart ont été tués par les gaz qu'ils vont respirer, et pour les quelques survivants, eh bien, vous avez cette nuée qui vient mettre un terme à tout cet espoir. Alors justement, au XVIIIe siècle, comme vous le savez, il y a cet engouement qui parcourt toute l'Europe, c'est un engouement de l'antique. Et cette mode de l'antique, c'est d'avoir un bel objet, c'est d'avoir une belle statue. Et en Italie, bien évidemment, il suffit de creuser pour trouver des merveilles. Eh bien, on a cet engouement aux portes de Naples. Et à Naples, on avait déjà connaissance, d'après des anciens plans cadastraux, eh bien, des découvertes fortuites qu'il y avait dans la région justement de Pompéi, d'Herculanum, eh bien, des sites qui étaient certainement enterrés, ensevelis. On a déjà les traces au XVIe siècle. Et puis en 1748, retenez bien cette date, 1748, eh bien, c'est la première année où on va faire des trous. Alors, il faut imaginer qu'on va carrément, eh bien, non pas à la dynamite qui n'existe pas, mais en tout cas, faire des trous dans des conditions qui sont tout à fait discutables, pour aller trouver des beaux objets, pour aller trouver eh bien, des statues, cette mode de l'antique que toutes les cours européennes et princières s'arrachent à cette époque-là. Et c'est les débuts de l'archéologie, alors une archéologie qui n'est pas encore scientifique, qui le deviendra avec le temps, mais c'est le début de l'exploration magnifique de Pompéi et d'Herculanum. Donc, 18e siècle, là, vous voyez, seconde moitié du 18e, et avec eh bien, ces découvertes majeures, là sur la photo, vous avez ce que l'on appelle eh bien, les entrepôts de bateaux, avec à l'intérieur eh bien, beaucoup de corps. On pense, les scientifiques, les historiens, les archéologues, eh bien, que beaucoup d'habitants ont trouvé refuge, vous voyez, dans ces espèces d'arcatures, qu'ils ont été prisonniers, encore une fois, par les gaz et par ces nuages de cendres, et de leur corps, eh bien, avec cette chaleur vraiment extrême, il ne reste rien des corps, bien évidemment, mais on va trouver des espaces vides, étant donné que la lave tout autour va recouvrir ces corps, que ces corps vont disparaître, va rester un espace vide. Et c'est là, au XIXe siècle, eh bien, on a des archéologues qui ont l'idée de mettre du plâtre dans ces espaces vides, comme dans un moule en positif, et donc de casser la lave tout autour pour révéler eh bien, telle attitude, telle position du corps. Alors c'est très émouvant parce que vous avez la dernière attitude de chaque personne, chaque personnage, des enfants, des animaux, vous avez des couples enlacés, vous avez évidemment des corps qui sont marqués par ces derniers instants qu'ils ont vécus. Et puis évidemment, c'est un alors en outre, évidemment, de toutes les merveilles qu'on peut découvrir, c'est un véritable paradis pour les archéologues parce que ce sont des villes qui sont restées figées du jour au lendemain. On a encore eh bien, la présence des céréales. On sait exactement ce qu'ils ont mangé ce jour-là. Alors justement, quel jour? Quel jour pour l'éruption du Vésuve? Alors pendant très longtemps, vous pouvez lire que c'est en été 79. Quand vous allez sur le site de l'UNESCO, c'est toujours l'été, généralement vers le mois d'août. Alors en fait, d'après les dernières découvertes qui ont été menées par les archéologues, les spécialistes de Pompéi, on a fait pas mal de découvertes intéressantes, parmi lesquelles on a des pièces commémoratives qui sont datées de septembre, fin septembre, début octobre. Les habits également que portent, on a retrouvé les traces de ces habits en imprimé, en négatif cette fois-ci. Ce sont des habits plutôt chauds. Donc on sent ici qu'il y a quand même quelques éléments qui nous permettent eh bien, d'établir que l'éruption s'est passée au mois d'octobre et non pas au mois d'août. Voilà pour le petit sujet entre les spécialistes pour la date effective de cette éruption. Et à l'intérieur de ces villes, je vous l'ai dit, eh bien, on va découvrir énormément de choses. C'est le cas encore actuellement. Ça fait la une de l'information, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent. On a découvert justement un thermopolium, un peu comme celui que vous avez sous les yeux. Alors celui-ci, c'est une découverte plus ancienne qui se trouve dans la maison du bateau qu'on appelle Europe, parce qu'il y avait une scène justement mythologique. Vous avez les larraires. Regardez, je voulais ici grossir pour vous montrer cette merveille de peinture pompéienne où on a ce rouge typique pompéien, on a les serpents qu'on appelle agathodamos qui se trouvent en contrebas et vous avez tous ces personnages, le thermopolium
je vous remets ici le nom, eh bien, c'est le fast-food de l'époque. Vous avez ces grands cercles à l'intérieur desquels, eh bien, on va mettre du vin, de l'huile, des céréales. Bref, c'est l'endroit où on vient manger. Et vous l'avez certainement vu, eh bien, nous avons un thermopolium qui a été découvert là il y a quelques mois seulement, avec de superbes fresques, de superbes représentations. On a un coq, on a des chiens également représentés. Donc voilà le thermopolium magnifique de Pompéi. Et puis toujours à Pompéi, je vous rappelle qu'il y a seulement un faible pourcentage de tout le site archéologique qui est fouillé actuellement. La volonté des archéologues, eh bien, c'est de protéger déjà tout ce qu'il y a à ciel ouvert, et il y a beaucoup de travail. C'est géré par l'UNESCO, par la ville de Pompéi, par Naples également. Bref, c'est un chantier permanent. Alors parfois avec quelques dérives, comme l'utilisation du béton, qui peut alourdir et qui peut endommager ces ruines qui sont plus que millénaires. Et puis parfois, on a évidemment des restaurations qui méritent véritablement tout votre intérêt, parce que nous avons ici eh bien, les reconstitutions de ces fameuses villas. Voici la villa des amants, la bien nommée, parce qu'on a retrouvé justement eh bien, des corps enlacés que vous avez sur les différentes représentations qu'on a retrouvées à l'intérieur de cette villa. Regardez ce magnifique atrium avec ici l'impluvium où on récupérait l'eau de pluie. Vous avez ici ce petit jardin et nous avons bien évidemment une belle collection de fresques qu'on appelle d'ailleurs de type pompéien. Vous avez la restauration, vous voyez cette restauratrice en train de redonner tout son éclat à ces petites scénettes, souvent mythologiques, avec beaucoup d'élégance, de raffinement. On sent vraiment cette douceur de vivre qu'il devait y avoir à l'intérieur de cette cité. Regardez le naturalisme des arbres représentés, et c'est encore plus éloquent derrière, évidemment, cette magnifique salle. Nous sommes ici dans la maison del frutteto, des fruits, avec, regardez, cette magnifique représentation de toutes les essences des oiseaux. On a même un serpent au niveau central. Et puis la scène, vous voyez, inférieure, qui représente eh bien, des ambiances de jardin avec des vasques, de l'eau. En tout cas, voilà, beaucoup d'élégance et beaucoup de raffinement. Et ce noir, ce vert, qui donne encore une fois beaucoup de charme à l'ensemble de cette villa. Et puis, bien évidemment, la célèbre villa des mystères, celle qui est la plus décorée, avec ce rouge, de nouveau le fameux rouge type pompéien que vous avez ici avec beaucoup d'éclat. Et ces patriciennes, regardez à gauche, cette belle femme avec son péplos, cette grande tunique qu'elle arbore, et puis cette jeune fille au premier plan, dénudée. Vous avez d'autres représentations féminines, en tout cas beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance, beaucoup de réalisme aussi dans la profondeur. Alors, vous avez évidemment beaucoup d'autres éruptions qui vont jalonner l'histoire de cette baie de Naples, du Vésuve proprement dit. Alors, voilà un petit florilège de ces éruptions qui ont été eh bien, gardées et sauvegardées, soit par les pinceaux, soit par des photos plus proches de nous. Voilà maintenant sous les yeux l'éruption du Vésuve qui se trouve au palais du Belvédère à Vienne. Nous sommes vers 1780. Alors, il faut savoir que c'est un volcan, un des volcans les plus actifs en Europe, avec l'Etna également, avec, si on admet que l'Islande fait proche de l'Europe, eh bien, c'est en Islande que vous avez la plupart de ces activités. Et vous voyez ici qu'en 1780, on a ce grand panache de fumée et surtout cette immense coulée de lave qui, eh bien, crée cette lumière qui, en pleine nuit, eh bien, éclaire comme en plein jour. Autre éruption qui est restée dans les annales, c'est l'éruption qui a eu lieu, vous voyez, dans les années 1729, 1802, pas beaucoup de précision ici pour les dates, mais en tout cas, c'est une œuvre que vous pouvez voir, chose étonnante, au musée des Beaux-Arts de Brest. Et là, on voit très nettement cette éruption explosive. Vous voyez d'ailleurs les personnages qui sont au premier plan, qui devraient peut-être s'inquiéter par les retombées, encore une fois, les retombées de ces nuages de cendres et de ce souffle. C'est le souffle surtout face auquel il faut vraiment se méfier. Et puis voilà peut-être l'illustration, l'une des plus célèbres. C'est une illustration qui représente la procession des reliques de Saint-Janvier lors de l'éruption du Vésuve en 1822. Alors vous avez sous le dais eh bien, le prêtre
qui porte, vous voyez, à bout de bras, eh bien, la statue reliquaire du saint protecteur de la ville de Naples, Saint Janvier, celui-là même qui, 2 fois par an, a ce fameux miracle de la liquéfaction du sang de Saint Janvier, et qui là est sorti en procession pour demander l'intercession du saint et de protéger les habitants et la ville de Naples de cette éruption cataclysmique que vous avez à l'arrière-plan. Regardez l'attitude des Napolitains et des Napolitaines, une femme qui protège son enfant, des hommes qui évidemment s'en remettent à l'autorité divine, et un moine, vous voyez, qui se prosterne avec tous les autres également, qui font figure évidemment de symboles forts de cette protection qu'on recherche à travers soit des saints, soit des icônes, comme ce sera le cas dans le monde orthodoxe par exemple. Et puis voilà les premières photos, intéressantes de voir que là, on a vraiment une similitude avec ce que les artistes ont précédemment représenté. Nous sommes en 1872, voilà une éruption, vous voyez, avec ce grand panache de nouveau de fumée. Regardez ici la hauteur de ce panache, c'est une photo que l'on doit à Giorgio Sommer. Autre photo qui vous montre là aussi ces nuages, cette activité avec cette éruption du 5 juillet 1895. Donc on a vraiment une histoire des différentes éruptions du Vésuve qui se succèdent avec un rythme assez régulier jusqu'en 1944. Voilà la photo qui vous montre justement la dernière grande éruption du Vésuve. Vous voyez que sur la photo, il y avait à Naples, à cette époque-là, en 1944, un stationnement militaire américain et britannique. Ce sont ces personnes que vous avez vues de dos qui observent, regardez ici, l'imposante fumée qui se dégage. Voilà, en tout cas, depuis 1944, on est relativement épargné par des grandes éruptions. Pour l'instant, le Vésuve, comme tout à l'heure je vous l'avais dit, est très surveillé, mais relativement sage pour le moment. Par contre, un qui n'est pas relativement sage, mais qui, on va dire, a une activité presque régulière, qui est réglée comme une horloge, c'est le Stromboli. Alors voilà une carte qui vous montre où se trouve le Stromboli. Nous sommes au sud de la mer Tyrrhénienne, nous sommes dans les îles éoliennes. Vous avez la situation de Stromboli. Stromboli, c'est vraiment une île volcanique. C'est le volcan qui est apparu il y a environ 5000 ans et qui a créé cette île avec le volcan. C'est vraiment un cas d'école. Et puis regardez au sud, se trouve l'autre volcan très célèbre dans les mythes gréco-romains, c'est Vulcano. Et puis encore plus bas, vous voyez que dans la partie nord-est de la Sicile, on verra tout à l'heure l'Etna. Donc voilà ces volcans, l'un des volcans les plus actifs, réguliers, celui-ci, qui est le Stromboli. Alors le Stromboli, ça vient du grec ancien strongyle, qui littéralement se lit comme la ronde. Évidemment, c'est la forme ronde, circulaire, qui est donnée à l'île, et les Siciliens de l'appeler communément Idou, ça veut dire lui, c'est-à-dire qu'il y a une personnification, comme c'est souvent le cas, on va essayer de lui parler. Donc, c'est les humeurs, évidemment, intempestives du Stromboli, donc les Siciliens l'appellent lui. Regardez ici cette belle photo qui vous montre bien qu'on est vraiment sur une île, que cette île est vraiment créée par ce cône volcanique. Alors, il faut savoir que nous avons ici un volcan qui n'est pas très élevé. Vous voyez que la partie la plus haute est à 924 mètres, mais par contre, toute la partie qu'il y a au niveau, évidemment, sous la mer, c'est 2000 mètres. Vous avez 2 kilomètres sur la base de cet immense cône volcanique. Alors, comment fonctionne le Stromboli? Un peu différemment du Vésuve et de l'Etna, vous avez le village Stromboli qui s'est évidemment installé dans la partie protégée. Protégée de quoi? Protégée de cette fameuse colonne magmatique qui se trouve à l'opposé du village. Vous voyez que le cratère va se déverser dans la partie droite et que cette colonne, cette cheminée magmatique fait 3 kilomètres. Lorsque nous avons ici des montées de gaz, vous avez une activité que l'on voit depuis l'extérieur. C'est pour ça que c'est un volcan à voir de nuit, parce que vous avez régulièrement des éruptions, des montées de lave qui permettent de donner beaucoup de force, en tout cas, à ces visions. Alors voilà justement une autre photo à gauche qui vous montre bien l'île volcanique de Stromboli, le petit village. Alors c'est à peu près 750 habitants. Vous voyez la forme conique. Et puis à droite,
on retrouve justement cette chambre magmatique, cette colonne et ces bombes volcaniques et ces coulées de lave. Alors, toutes les heures, vous avez plusieurs petites éruptions. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà une éruption du Stromboli en 1980. Alors effectivement, c'est vraiment un spectacle magnifique de passer ne serait-ce qu'une nuit dans le petit village de Stromboli, mais même si vous passez en bateau, il y a beaucoup de croisières qui utilisent le détroit de Messine justement, de passer au sud de l'île de Stromboli et d'avoir eh bien, cette vision, une vision nocturne qui est magnifique et où vous avez régulièrement eh bien, ces grands panaches dorés, on dirait presque, vous voyez, des soleils qui explosent littéralement dans cette nuit plutôt sombre et noire. Et puis le troisième de ces grands volcans, eh bien, qui lui est sur la partie sicilienne, c'est l'Etna. Alors c'est un géant parmi les géants. Alors vous avez ici 3330 mètres d'altitude. C'est vous dire un petit peu le changement climatique entre le moment où vous quittez Catane, par exemple, qui se trouve en contrebas, et lorsque vous arrivez tout en haut du volcan, il fait très froid. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a souvent de la neige tout en haut. Il y a d'ailleurs un microclimat, c'est-à-dire que vous avez une pluviométrie qui est largement supérieure au reste de la Sicile, ce qui fait que beaucoup de gens eh bien, préfèrent habiter au pied de ce géant de l'Etna pour avoir justement eh bien, cette richesse agricole, encore une fois, et l'intérêt de toutes les cultures. Alors regardez ici une des éruptions, le grand panache de fumée, et qui vient ici donner encore une fois beaucoup de force à la photo elle-même. Alors voilà à quoi ressemble, vue de l'espace, une éruption de l'Etna. Je trouve ces images parlantes. Vous avez ici à gauche, et puis un peu plus zoomé sur la droite, on voit très nettement ici la distance parcourue par le nuage lui-même de cendres. Alors, il faut savoir que l'Etna ne s'est pas toujours appelé Etna. Pendant très longtemps, eh bien, on l'appelle Mongibello, qui littéralement se lit la montagne, comme si elle-même symbolisait toutes les montagnes. Le mot Etna signifie je brûle, ou fourneau, ou fournaise. Alors la dernière grande éruption, c'est la photo que vous avez, c'est 2013. 2013, c'est vraiment l'année où on a une activité importante que l'on constate au niveau de ce volcan. Regardez encore une fois une photo qui parle d'elle-même avec ces coulées de lave qui contrastent évidemment avec ces rochers d'un noir profond, cette roche volcanique plutôt basaltique et cette neige, vous voyez le contraste entre le feu et la glace, l'eau et le feu. En tout cas, voilà une image et qui résume bien l'activité. Et puis après ces éruptions, eh bien, non seulement on a quand même une désolation pendant très longtemps où plus rien ne pousse, et puis c'est là toute la force de la vie reprend ses droits, et vous avez les mousses et les lichens qui vont les premiers eh bien, réapparaître, et nous avons ici ce qu'on appelle les coussinets d'Astragalus. C'est une espèce endémique au flanc de l'Etna que vous pouvez voir régulièrement dans toutes les anciennes coulées de lave. Vous voyez qu'ici, c'est plutôt d'ailleurs les nuages de cendres qui se sont déposés de par la finesse que vous avez au sol. Et bien évidemment, non seulement ces volcans ont façonné la géographie que nous connaissons, la géographie évidemment du sol, non seulement elles ont façonné également notre façon de vivre à leurs pieds, que ce soit l'agriculture, que ce soit évidemment les vignes, mais également façonné notre imaginaire. Depuis l'Antiquité, depuis que l'homme essaye d'expliquer ces grands phénomènes, eh bien, les Grecs comme les Romains vont trouver des explications à ces activités qui les dépassent largement. À gauche, nous avons Pallas et Encélade. Vous avez Athéna, toute armée, casquée, habillée, qui représente la civilisation. Et vous avez ce géant qui, lui, est nu, qui représente la barbarie, qui représente ces géants. C'est le géant Encélade. C'est la gigantomachie. Et Athéna, lors de cette gigantomachie, avec sa lance, eh bien, va emprisonner le géant Encélade sous l'Etna. Et lorsque le géant bouge, eh bien, c'est le tremblement de terre. Et lorsqu'il crache par sa bouche, ce sont les éruptions de l'Etna. Et pareil à droite, autre mythe fondateur, cette fois-ci chez les Grecs, vous avez Héphaïstos qui est assis sur son petit tabouret et qui remet à Thétis les armes d'Achille. Vous avez donc une très belle représentation des forges dites de Vulcain ou d'Héphaïstos. Alors justement, je voulais vous montrer un peu ce que l'on retrouve même jusqu'à Versailles avec les œuvres
que l'on doit sous le règne de Louis XIV avec le bassin dit de l'Encélade, ce fameux géant qui a été enchaîné et on va dire bloqué sous la forge et sous le volcan lui-même. Regardez ici, c'est d'ailleurs le jet le plus important dans les bassins de Versailles, qui symbolise pour Louis XIV eh bien, sa lutte contre la fronde en particulier. Et puis, nous avons d'autres représentations. En peinture, c'est Velázquez avec la forge de Vulcain, où nous avons à gauche le dieu solaire Apollon qui rentre dans la forge, représenté par cet atelier où nous avons Vulcain, c'est ce monsieur juste à côté d'Apollon que l'on voit de face avec tous ses aides de camp. Dans la mythologie, ce sont plutôt les cyclopes. Et Apollon d'annoncer eh bien, que le pauvre et malheureux Vulcain a été cocufié par son épouse Aphrodite, par le dieu de la guerre Mars. Autre représentation, à gauche, les forges de Vulcain que l'on doit à Giordano, à droite à Rubens. Peu importe ici les artistes, la source est toujours la même. Vous voyez toujours ce travail du feu, ce lien avec l'activité évidemment de ces volcans, que ce soit l'Etna, que ce soit le Vulcano justement, le fameux volcan qui donnera d'ailleurs le nom générique à toutes ces montagnes de feu, les volcans. Voici au pied de l'Etna un magnifique endroit que je vous invite vraiment à aller découvrir, c'est Taormine. Alors vous avez une très belle peinture qui vous représente les ruines de cet amphithéâtre que vous avez ici au premier plan. On aperçoit tout en haut à droite eh bien, les fumerolles qui se dégagent du cône de l'Etna. Regardez bien ici les ruines, les deux arcatures, les quelques colonnes qui sont encore debout. On va les retrouver maintenant à travers cette photographie qui vous montre bien, eh bien la restauration du théâtre avec la brèche sur la Méditerranée, en tout cas un lieu où maintenant se déroulent beaucoup de concerts, de spectacles, des pièces de théâtre bien évidemment. C'est un endroit vraiment magique car ouvert littéralement sur la nature avec en toile de fond rien de moins que l'Etna en personne. Voilà une vue générale de Taormine. Alors, c'est vraiment ravissant de déambuler. Vous avez des petites boutiques, vous avez vraiment cette ambiance, des églises baroques. Bref, on sent vraiment une âme particulière. Et puis, évidemment, la grande ville, environ 300 000 habitants, c'est Catane. Catane qui se trouve, évidemment, au pied de l'Etna. Alors, vous voyez, l'Etna qui, à la fois, protège en nourrissant la population et qui, en même temps, eh bien, peut effrayer par ces éruptions. Alors, c'est l'Etna, effectivement, qui est pour la Sicile le plus surveillé. Il est d'ailleurs dans la liste des volcans de la décennie. C'est vous dire si, effectivement, il peut poser quelques problèmes. Alors, au XXe siècle, il y a eu environ 80 éruptions qui ont jalonné l'histoire proche de l'Etna. Et puis, voilà une autre vue où on voit très nettement eh bien, ce mariage, ce lien entre la ville elle-même, et évidemment ce lien qu'on fait entre la mer, vous voyez, au premier plan, et puis le volcan en arrière-plan. Évidemment, c'est la conjonction des deux qui fait toute l'attractivité touristique également de Catane, qui en vit énormément. Et puis, comme de coutume, on l'a vu tout à l'heure avec Saint-Janvier qui protège Naples, eh bien, chaque ville va avoir son saint ou sainte tutélaire, protectrice, et Catane, c'est Sainte Agathe. Sainte Agathe a été martyrisée en 251, et juste après son martyre, que vous connaissez certainement, on lui a arraché la poitrine, et bien juste après son martyre, il y a une éruption, un tremblement de terre très important, une éruption parmi les plus importantes qu'ait connue l'Etna, et pour protéger en tout cas, ce qu'ils pouvaient le faire, ils ont pris un voile qui avait appartenu à Sainte Agathe, l'ont déposé devant les murailles de la ville et le miracle a eu lieu, la ville a été miraculeusement protégée. Voilà pourquoi maintenant Sainte Agathe est la sainte protectrice de la ville de Catane. Et d'ailleurs, nous avons ici une représentation assez éloquente de son supplice. Vous avez à gauche Sainte Agathe de Piero della Francesca, il est du XVe siècle, qui nous présente eh bien, l'objet de son martyre, sa poitrine arrachée par des tenailles, et d'en faire une spécialité gustative, elle, les seins d'Agathe. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres régions, par exemple le Saint-Genis. Le Saint-Genis, c'est également une tradition qui rend hommage à cette sainte martyrisée au IIIe siècle. Et puis à l'intérieur de cette magnifique cathédrale, eh bien, nous avons ici le baroque sicilien dans toute sa splendeur.
avec, regardez, hein, c'est très beau, cette très belle architecture, cette coupole. Et puis la fontaine, regardez, qui est juste là sur la droite de la photo, on aperçoit l'arrière d'un immense pachyderme. On va se rapprocher maintenant pour le voir de plus près. C'est la fameuse fontaine de l'éléphant. C'est le symbole même de la ville de Catane. Vous voyez, on est en 1735. Et cette fontaine, justement, a été faite non seulement pour protéger la ville d'une épidémie de peste qui ravageait la Sicile à cette époque, mais également pour une éruption évidemment qui a fait des centaines de morts. Et pour protéger toute la ville, eh bien, cet éléphant a été fait avec de la lave. Regardez ici, on a vraiment comme de la pierre ponce, on voit que c'est une roche qui est poreuse, noire évidemment, qui contraste magnifiquement ici avec le calcaire qui renforce évidemment cette défense qu'on croirait presque naturelle sur cet ensemble. Voilà un petit peu le panorama des volcans que vous avez en Italie. Alors vous avez vu que ces volcans, même si on a beaucoup de similitudes, ont quand même des différences notables. Le Stromboli qui est en activité permanente, journalière, à voir plutôt de nuit, parce que c'est là où vous avez ce spectacle magnifique. Et puis évidemment le Vésuve pour toute la richesse archéologique que l'on peut découvrir à ses pieds, et puis évidemment l'Etna par la beauté, là aussi, de tous ces villages, de Taormine en particulier, et de la vue magnifique que l'on a sur la mer Méditerranée. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette parenthèse culturelle vous aura permis en tout cas de découvrir l'Italie avec d'autres aspects, un aspect plutôt scientifique. Et n'oubliez pas nos prochaines conférences, prochains rendez-vous. Alors, vous avez rendez-vous jeudi 22 avril avec Thierry Soulard pour la suite, l'épisode 4 des Rendez-vous de l'Histoire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain, vendredi 23 avril à 16 heures, pour aller à la découverte de l'Ouest américain. Et puis, nous avons rendez-vous avec Catherine Van der Haag le mardi 27 avril pour aller voir les chefs-d'œuvre du Rijksmuseum à Amsterdam. Encore une fois, un immense merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, votre fidélité. Encore une fois, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer à réaliser ces présentations, de garder ce lien entre vous et toute l'équipe d'intermède et de ces conférenciers. En tout cas, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir très bientôt. Merci infiniment.